Salut à tous, aujourd'hui on vous accueille pour un nouveau format de vidéo. On vous fait rencontrer des membres importants, à nos yeux en tout cas, de la communauté française de RoundNet. Et pour ce premier épisode, on commence avec un des fondateurs du RoundNet en France, qui n'est autre que Charles Mordac. Salut Charles, comment ça Hello Louis, hello Thomas, ça va et vous? va? Ça va très bien. On est trop content de t'avoir pour ce premier épisode. Et du coup là on est samedi, fin d'après-midi. Est-ce que tu as fait du spike aujourd'hui? Tu as fait une petite session RoundNet? Non, j'étais censé en faire une ce matin, mais comme je racontais à Thomas juste avant, j'ai une espèce de sciatique en ce moment qui m'empêche un peu de jouer malheureusement. Du coup, je fais attention, mais je pense que j'irai jouer demain matin quand même. Ok. Ok, cool. Trop d'entraînement? Tu joues trop souvent en ce moment? Mais je pense que, en vrai, je pense que c'est la no-hit zone qui, comme les mouvements sont vraiment bizarres, j'ai envie de dire que c'est ça. Et quand je parle, les nombreux kinés que je vais voir, quand je leur parle de Spike Ball et je leur dis que c'est peut-être ça qui fait la diff en ce moment et c'est pour ça que je suis pas bien. Ça les rend heureux parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir plein de nouveaux clients du coup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui s'y met. Bon, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour ceux qui nous regardent et qui te connaissent pas? Donc voilà, enfin je sais pas qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, et puis peut-être aussi comment tu as découvert le Runnet, tout ça quoi. Ouais, bien sûr. Du coup, je m'appelle Charles. J'ai découvert le Runnet à l'époque, ça s'appelait Spike Ball encore. Il n'y avait pas du tout le mot Runnet. C'était en 2000, j'ai joué pour en 2014. Je faisais un stage aux États-Unis, à New York, et j'ai joué là-bas pour la première fois. Et du coup, quand je suis rentré en France, on a commencé à jouer avec des amis, à créer une page. Et voilà, c'était pas très sérieux au début. Ensuite, moi, je suis retourné aux États-Unis pendant quelques années où j'ai continué à jouer un peu, mais pas assez malheureusement. C'est vraiment en France, quand je suis rentré, que j'ai commencé à m'y mettre à fond. Et voilà, et du coup, dans la vie, je travaille dans une petite start-up à Paris et je suis parisien. Ok, Ok. Et cool. du coup, je me demande, du coup, tu racontais un peu ton histoire avec le Runnet. Est-ce que tu te souviens, genre, le premier moment où tu as touché une balle jaune? Ouais, j'ai même une photo. J'étais avec des copains à New York. On allait souvent à Central Park le dimanche faire du foot. Et Central Park, c'est un endroit où tu as t'as des objets volants non identifiés un peu partout. Des gens qui font du football américain, de l'ultimate ou plein d'autres sports que je ne connaissais pas. Et du coup, on s'est mis à être un peu curieux et à aller parler aux gens et tout. Et à un moment, on a vu un set qui traînait. Donc, c'était un régular à l'époque. Et on est allé jouer. On était tous en jean et tout. Et j'ai une photo où on est six autour d'un filet à 30 centimètres du filet, à faire des gestes un peu n'importe comment. Et voilà, donc on a commencé à jouer. C'était cool. On s'en a acheté un rapidement. Et on a fait, avec un pote, on a fait le Summer Spike à New York, genre 2 mois après. Et c'était trop cool. Et du coup, voilà, on s'est mis à jouer toutes les semaines, quoi. Ouais. Lourd. Et tu viens de quel sport avant? Genre, tu faisais quoi comme sport avant de faire du Runnet? Moi, je fais du football à la base. Et du foot et du tennis. Ok. Du coup, ouais, c'est un peu enfin, jeu de ballon, quoi, à la main sous le tennis. Mais je suis pas un volleyeur et je suis pas enfin, les joueurs qui se rapprochent vraiment du net. Mais à la base, un footeur, ouais. J'ai l'impression que c'est surtout les footeurs aux États-Unis. Ils avaient fait un sondage une fois. Et Ouais. c'était pas mal les gens qui font du foot, qui font du spike, ouais. Ok. Ok. Et du coup, genre, donc t'as joué la première fois là-bas, t'as kiffé, tu l'as ramené pour la première fois en France avec des potes. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ouais. Genre, à quel moment tu t'es dit, ok, ce sport, genre, je kiffe et il y a du potentiel? Euh, Quand je suis rentré en France, on a commencé. Moi, je suis rentré, j'ai passé 1 an en France avant de repartir. Et là, j'ai pas mal joué. Euh, mais c'est en rentrant aux États-Unis ensuite que j'ai vu que ça jouait énormément. Et moi, je regrette énormément en fait de ne pas avoir joué tant que ça aux États-Unis. J'ai passé 3 ans là-bas et j'ai pas joué tant que ça. J'ai fait un ou deux tournois à New York avec un pote et je jouais de temps à autre. Mais je passais plus de temps dans les bars à New York que sur les terrains de Spike. Et du coup, quand je suis rentré en France, c'est là que je me suis dit qu'en fait, ça prenait de ouf et que c'était la folie. Et on a commencé à créer quelques tournois. Et là, je me suis dit, la bonne nouvelle, c'est que j'adore ce sport et que j'ai l'impression que ça prend en France de ouf. Et la mauvaise, c'est que j'aurais pu devenir un joueur incroyable si j'avais joué un peu plus aux États-Unis, quoi. Et Ok. genre, tu te souviens en quelle année c'était ça par exemple, le premier tournoi? En France, qu'on a fait Ouais, en euh, France. ouais, c'est le tournoi où je t'ai rencontré, Thomas, je crois. C'était le premier tournoi, c'était à Breteuil. Donc, Ouais. c'était exactement en septembre 2018, je pense. C'était peut-être même 2017. Je me demande si c'était pas 2017. Ah non, non, 2018, 2018, t'as raison. Non, c'est 2018, parce que moi, je suis rentré en 2018. Je suis rentré en juillet 2018. Et du coup, le premier tournoi, c'était en septembre 2018 sur les pelouses de Breteuil, ouais, où on était, il y avait une trentaine d'équipes, je pense.
Et moi, je n'avais pas joué parce que je prenais le score et c'était une feuille A4 à la main que j'avais imprimée. Et du coup, j'avais passé la journée à noter les scores et tout, c'était cool. Ouais. Mais il y avait vraiment une bonne énergie, ouais. Très, très bonne énergie. Et là, je me suis dit, putain, c'est un truc vraiment cool, ça va prendre quoi. Ok. Et du coup, comment tu as eu l'idée après de te dire je vais lancer Roundnet Paris ou Roundnet France à l'époque? Enfin, qu'est-ce qui t'a dit En fait, à l'époque, à New York, on était un groupe d'une dizaine de potes. Et quand on est rentré, on s'est chauffé, on s'est dit, il faut absolument qu'on crée ça en France et tout. On n'a rien fait d'officiel, on a juste créé une page qu'on a appelée Spikeball France. Mais cette page, elle était un peu morte pendant quelques années, puisqu'on ne la faisait pas vraiment vivre. Et que moi, je suis reparti aux États-Unis, et du coup, je l'ai un peu oublié. Et en rentrant, du coup, ensuite, on a essayé de monter, enfin, on a créé une asso, la loi 1901, du coup, en septembre 2018, juste avant le tournoi. Et voilà, et là, ça s'est monté petit à petit, sauf que tous mes potes, en fait, ont arrêté de jouer. Et du coup, maintenant, tous les gens avec qui, du coup, je travaille un peu pour organiser des tournois et tout à Paris, c'était des mecs que j'ai rencontrés en faisant du spikeball. Et je pense que l'élément fondateur ensuite, c'était le tournoi de Vincennes. Donc ça, c'était en 2019, juin 2019. On a monté un tournoi à Vincennes où il y avait une quarantaine d'équipes, je pense. Et c'est là que j'ai rencontré tous les mecs qui aujourd'hui sont dans l'asso Roundnet Paris, du coup, qu'on a créé après. Donc les Equinox, les Marty, Robin, Nico et Benoît, mon partenaire aujourd'hui. Et donc c'est ça qui a vraiment lancé le Roundnet à Paris en tout cas. À ce moment-là, il y a une osmose qui s'est créée, il y a un petit groupe de gens un peu cons qui ont commencé à jouer tous les week-ends et tous les jours de la semaine. Et donc ça, c'était vraiment chouette. Moi, à l'époque, j'avais plus de partenaire. Parce que Thomas, toi, tu t'étais mis avec ton frère naturellement. Et du coup, j'étais un peu triste. Et à ce moment-là, je me demandais si j'allais continuer à organiser parce que c'est ça qui me faisait kiffer ou si j'avais envie de jouer. Parce que je pense que j'avais un bon niveau par rapport à la France parce que j'avais joué un petit peu, mais je n'étais pas extraordinaire. Donc, c'était vraiment un moment un peu clé dans le spike pour moi. Et là, j'ai rencontré. Enfin, j'ai pas joué de l'été et je suis revenu en septembre à Paris et j'ai vu Benoît qui débutait en fait. Le tournoi de Vincennes, on ne s'était pas parlé, il débutait dans le spike. Et je l'ai regardé jouer et c'était le même mec que j'ai vu au tournoi à Vincennes il y a 3 mois là. Et en fait, il avait joué tous les soirs aux Invalides pendant tout l'été. Il avait step up de ouf. Et du coup, après, rapidement, on s'est mis tous les deux. Donc, c'était cool. Donc, je pense que ouais, le Roundnet à Paris, c'est vraiment à partir de l'été 2019 que ça a commencé vraiment à monter, quoi. Ok. Et c'est comment un peu la scène parisienne en ce moment? Ça a l'air de jouer beaucoup. Là, ça joue énormément. On a un groupe WhatsApp avec plus de 200 personnes où ça joue littéralement tous les soirs. Du coup, je me demande si les gens ont tous un boulot ou je ne sais pas ce qu'ils font de leur journée, mais c'est assez extraordinaire. On a monté une asso, du coup, Roundnet Paris, qui est live depuis décembre dernier. Et ouais, du coup, les gens demandent vraiment à faire des tournois, les gens demandent à jouer. Donc là, on organise un tournoi si tout va bien dans un mois. Et on a eu pas mal de bons retours, les gens qui nous demandent quelles sont les modalités, parce que pour l'instant, c'est qu'un save the date. Donc on verra un peu en fonction du nombre d'équipes inscrites comment le Spike à Paris, le Roundnet à Paris vraiment, vraiment prend. Aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de matcher des teams aussi. On a pas mal de bons joueurs qui progressent, mais ils n'ont pas encore de pair, il n'y a pas d'équipe. Et du coup, on essaye de faire rencontrer, on fait un peu d'espèce de speed dating de Roundnet. Et on fait, putain, mais toi, tu as progressé, tu es pas mal du tout, tu devrais rencontrer ce mec-là, il est assez fort et tout. Du coup, c'est comme ça que ça se passe. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, de vraies équipes, on doit être pas plus de 5 ou 6 équipes que je pourrais nommer à Paris. Donc c'est rien au final, on est toujours les mêmes à faire des tournois, mais de gens qui ont un niveau intermédiaire et qui ne demandent qu'à jouer ou qu'à faire des tournois, rencontrer des gens, là pour le coup, on a de la chance parce qu'on a une vraie belle scène, quoi. Ok. C'est vrai que ça, ouais, si je compare à Toulouse, on a peut-être autant d'équipes formées, mais on a beaucoup moins de joueurs au total, ce que je trouve dommage. Et du coup, je me demande, genre, qu'est-ce que tu penses, d'après toi, qui a fait qu'à Paris, il y a autant de joueurs que ça? Est-ce que c'est parce qu'à Paris, il y a une forte concentration, ou parce qu'il y a une psychologie différente, ou c'est vous, peut-être une politique différente que vous avez appliquée? Non, en vrai, je pense que c'est le vivier parisien, parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que, Roundnet Toulouse, vous étiez en tant qu'asso, vous êtes plus vieille que nous et du coup mieux formé.
Nous, on a juste de la chance parce qu'on a un vivier de joueurs, parce que c'est la région parisienne et qu'il y a plein de gens qui jouent. Il y a même les Toulousains qui viennent à Paris maintenant. Du coup, je pense que c'est ça. Et je pense que les gens demandent qu'à jouer. C'est du bouche à oreille aujourd'hui. On n'a pas énormément de marques, de visuels, de moyens de s'illustrer. Mais moi, en fait, nous, on vend des sets, du coup, et c'est comme ça que moi que je mesure en fait le succès du SPAC à Paris. C'est au nombre de sets, de demandes de gens qui nous demandent des sets. Et là, l'été dernier, on a eu énormément de demandes. Et là, cette année, depuis 1 ou 2 mois maintenant que les beaux jours reviennent un peu, on a aussi une vingtaine ou moins de demandes par semaine. Et du coup, c'est ça qui me prouve que ça monte de ouf. Donc, je pense que c'est la région parisienne qui fait que il y a plein de gens et du coup, ils ont envie de jouer, quoi. Ok. Bon, et alors, équipe parisienne, champion de France ou container numéro 1, tu vois qui? On rentre dans les débats là. Équipe parisienne, champion de France. En vrai, aujourd'hui, je pense que pour les meilleures équipes, les 2-3 meilleures équipes sont encore à Toulouse. Parce que c'est vous qui gagnez les derniers tournois. Même si ça fait longtemps qu'on n'a pas joué les uns contre les autres. Après, je pense que le niveau homogène est peut-être aujourd'hui meilleur à Paris, puisqu'on a énormément de joueurs qui progressent énormément, qui progressent très vite. Du coup, voilà, les championnats de France, on verra quand ils seront peut-être en 2021, à la fin de l'année, là, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, j'ai hâte. Ouais. Et du coup, je vois que tu commences à nous parler des championnats de France et tout. C'est quoi l'organisation qu'il y a du coup au niveau national? Parce que je sais que tu es impliqué dedans, genre, qu'est-ce qui se passe? Ouais, aujourd'hui, au niveau national, je ne peux pas en dire trop encore, ça va tomber bientôt, mais les 3 plus grosses assos en France, c'est Paris, Toulouse et Nantes. Et du coup, les assos sont regroupés et on est en train de créer une fédération dont l'annonce tombera bientôt. Une fédération, enfin, vous verrez tout ça, mais une fédération, c'est assez engageant. Le but, c'est de structurer le sport parce que vous l'avez sans doute vu, Spikeball, le nom de la marque, essaye de... Enfin, plutôt, une fédération a été montée indépendamment de Spikeball. Leur but, c'est aller aux Jeux Olympiques. Et du coup, leur but, c'est vraiment de créer des entités nationales qui puissent représenter chaque pays pour les Jeux Olympiques un jour. Alors, je ne sais pas si nous, en tant que joueurs, on fera les Jeux Olympiques de RunNet pour représenter la France. Je ne sais pas si on jouera encore, mais bon, au moins on pourra dire qu'on aurait été là au début, quoi. Ok. Et est-ce que tu n'aurais pas un petit tips pour ceux qui sont dans d'autres villes où il n'y a pas encore d'asso ou de club là, qui veulent créer leur club ou qui sont pas encore, qui n'ont pas l'impression d'avoir assez de joueurs, t'as un petit tips pour eux, un petit conseil? Moi, je pense que le truc qui m'a le plus étonné, c'est les tournois. C'est-à-dire créer un tournoi, même si tu penses que tu as 8 ou 10 équipes, parce que c'est que les gens que tu connais. Si tu sais faire un peu de com et que le bouche à oreille marche, et que d'ailleurs les grosses assos ou la Fédé plus tard pourra le relayer, tu seras étonné de voir combien d'équipes s'inscrivent, quoi. Par exemple, au premier tournoi que j'avais organisé à Paris, on était 32 équipes et moi j'en connaissais, je pense, 10. Et du coup, les 22 autres équipes, c'était des gens qui avaient entendu parler du tournoi que je ne connaissais pas du tout. Et j'étais hyper étonné de voir qu'en fait, ces gens faisaient du spike et c'était trop cool. Là, pareil, pour le tournoi dans un mois, on va lancer les inscriptions la semaine prochaine. Je pense que sur la feuille de liste, sur la feuille de marque, il y aura peut-être 25 ou 30 équipes qu'on ne connaîtra pas. Et du coup, je pense qu'on sous-estime un peu l'envie des gens de faire du spike. Donc, il faut juste se lancer et créer ce premier tournoi, quoi. Ok. Et alors, rapport au tournoi, là, parce qu'on a beaucoup utilisé ce mot, c'est quoi ton meilleur souvenir, bon, c'est pas obligé de dans le tournoi, mais meilleur souvenir lié au RoundNet? Mon meilleur souvenir lié au RunNet? Mm. Putain, j'en ai plein, c'est dur là. Je me suis pas préparé à cette Bon, question. tu peux nous donner un petit top 3 hein, si tu veux. Non, mais dans les meilleurs moments que j'ai vécu grâce au RunNet, le tournoi à Londres, c'était un gros premier tournoi européen que j'avais fait avec toi, Thomas, qui était vraiment cool. On avait vu qu'on n'était pas au niveau, nous, en France. Du coup, c'était un peu un web cup call et donc c'était cool. C'était un bon souvenir. Parce que du coup, c'était le premier championnat européen, c'est ça? Non, il y en avait eu en Belgique avant, l'année ouais. d'avant. C'était le deuxième, ouais. Un autre grand souvenir que j'ai eu, c'était j'ai eu la chance d'accueillir ce qui était à l'époque la paire numéro 1 mondiale à Paris chez moi et et les amener en Belgique pour un tournoi. La paire Cizek Showalter, et ça c'était trop cool parce que on a parlé de Spike, ils m'ont donné plein de conseils.
ils m'ont raconté un peu quelles étaient les histoires là-bas aux États-Unis entre les équipes et tout. C'était assez marrant de les connaître et de leur parler un peu. Ils arrivaient avec leurs sponsors, ils devaient prendre des photos devant la Tour Eiffel. Je me suis dit, wow, les mecs se prennent assez au sérieux et tout, mais c'était très très drôle. Et ils sont vraiment très cool. Et ça m'a fait marrer parce que j'ai eu la chance aussi de rencontrer Preston aussi à Prague aussi 1 ou 2 ans plus tard, donc qui est un des meilleurs joueurs mondiaux. Et lui, il a vraiment une autre attitude. Enfin, il est aussi sympa, mais il est un peu plus show-off. Et du coup, ils se respectent beaucoup entre eux. Mais lui avait d'autres histoires à raconter qui avaient des versions un peu différentes. Donc c'était marrant de voir un peu l'envers du décor, quoi. Ok. Parce que du coup, pour ceux qui ne le savent pas, donc Cizek et Showalter, c'est ceux qui ont dominé la scène du roundnet sur les 2-3 dernières années. Ils ont dominé, c'est-à-dire qu'ils gagnaient quasiment tous les tournois, et ils ont pris leur retraite très récemment. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est un peu Preston qui est considéré comme le meilleur joueur, quoi. En tout cas, en lice pour ça. En tout cas, en lice. Du coup, tu as rencontré à peu près les 3 meilleurs joueurs au monde de roundnet. C'est quand même incroyable, ça. Et d'ailleurs, anecdote du coup marrante, c'est en effet, j'ai fait un tournoi avec Benoît, mon partenaire à Prague, et on savait que Preston était là-bas. Et on arrive le matin en poule, donc il faisait froid, on s'était levé très tôt, et on réalise qu'on est non seulement dans la poule de Preston, mais que c'est notre premier match. 9h du matin contre Preston, et du coup, on s'est pris des services, on s'est pris des cacahuètes dont on se souvient encore, quoi. C'était quand même assez hallucinant la différence de niveau. Et du coup, les gens autour, ils regardaient le match. Genre, les gens, ils devaient être curieux de voir comment Preston y jouait, non? Ah oui, il y a toujours. En plus, c'est ça. Il y a pas tout le monde qui regardait. Dès qu'il y avait un match où eux jouaient, il y avait pas mal de gens qui regardaient. Ouais. La pression. Et c'est le premier match, donc les gens voulaient vraiment voir de quoi il s'agissait, quoi. Vous avez servi de cobaye, quoi. Ouais, exactement. Et à l'époque, il y avait du coup son partenaire, c'était Ryder, qui n'était pas du tout connu sur la scène. Moi, j'avais jamais entendu parler de lui. Et du coup, c'était marrant de dire que, on a joué contre lui, alors que maintenant, il est dans le top 10, je pense, aux États-Unis. Mais déjà à l'époque, ouais, il nous a mis aussi à la misère, quoi. Alors que lui, je pense qu'il avait commencé le spike, je pense peut-être quelques mois avant, apparemment, selon ce qu'il raconte. Mais il apprend très très vite. Ok. Et du coup, puisque tu parles un peu des tournois que tu as fait en Europe, comment c'est un peu la scène européenne qu'est-ce que tu en penses La scène européenne, là, ça se développe de plus en plus. Aujourd'hui, en France, on est un peu derrière. Pour moi, les pays en Europe les plus actifs et les meilleurs, je pense, ça va un peu de perdre. Donc, c'est de l'Allemagne. Eux, ils ont une fédération et ils ont un système qui est organisé à l'allemande, quoi, qui est parfaitement huilé, où ça bouge pas mal. Et sinon, il y a les pays de l'Est, en effet. Tu as surtout la République tchèque. Tu as l'Autriche aussi, à peu près de chez nous, où va le champion européen de Ronet World, là, Benny, c'est ça? Benny, ouais. Il est en Autriche, ouais. Et voilà, les champions européens d'avant étaient anglais. Donc en Angleterre, il y a aussi une bonne dynamique. Et c'est les pays un peu latins du Sud, du coup, Espagne, Italie, France, qui sont un peu à la ramasse. Mais bon, ça va changer. Je pense que c'est hyper intéressant parce que j'écoutais le podcast là, de Ryder, il parlait un peu des Worlds l'année prochaine. Et en effet, aujourd'hui, à part les États-Unis et le Canada, je pense que ce serait plus l'Allemagne, en effet, qui terminerait numéro 3. Mais les Worlds, de coup, dans 1 an et demi, il y aura peut-être des nouvelles règles, il y aura peut-être des balles différentes, les équipes auront changé. Je pense qu'il y a un coup à faire. Je ne pense pas qu'on sera jamais au niveau des Américains, peut-être pas du Canada, mais en Europe, dans un an et demi, ça peut bouger très, très rapidement, quoi. Carrément. Et je t'entends parler un peu de l'Europe, du coup c'est le bon moment je pense de mentionner, tu fais partie des membres de la Jura, c'est ça? Qui anciennement s'appelait la Jusra. Est-ce que tu peux nous parler déjà quel est le rôle de cette organisation? Oui, bien sûr. En effet, avant ça s'appelait l'EUSRA, qui veut dire European Union Spikeball Roundnet Association. Et maintenant, on a enlevé le S, on a enlevé le mot Spikeball pour suivre un peu le mouvement américain où le Spikeball en fait est devenu indépendant de la fédération. Donc maintenant, ça s'appelle European Union Roundnet Association. Donc c'est une asso exactement dont le but est d'organiser les championnats d'Europe déjà tous les ans et de promouvoir le roundnet en Europe. Donc aujourd'hui, on est encore lié avec Spikeball, bien sûr. Donc c'est une asso qui a 2 ans maintenant, qui vient d'évoluer là cette année.
Et voilà, donc historiquement, on a organisé 2-3 tournois à l'époque, donc en Belgique, en République tchèque et en Autriche. Et avec le Covid, il ne s'est plus rien passé. Donc là, on souhaite donner un nouvel élan un peu au RunNet en Europe avec Spikeball. Et la prochaine étape, du coup, c'est de caler une date pour les prochains championnats d'Europe qui devaient se tenir en Irlande. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nouveau et je ne pense pas que ça se tiendra en Irlande cette année. Ok. Donc tu penses qu'il est possible qu'il y en ait quand même des championnats d'Europe cette année? Moi, ça me paraît compliqué parce qu'en fait, les pays ont les restrictions sont vraiment différentes selon les pays et pour que tout le monde puisse voyager sereinement. Enfin, moi, je suis assez pessimiste. Pour l'instant, en fait, le but, c'est avec l'asso européenne, on communique en disant restez à l'écoute, on vous donnera des infos dès qu'on en saura plus. Mais organiser un championnat d'Europe, ça demande de l'organisation. Du coup, cet été, ça me paraît compromis. Et si on veut l'organiser en septembre ou en octobre pour que ce soit dans un pays où il ne pleut pas tous les jours et organiser un championnat d'Europe en Irlande en octobre, ça me paraît compliqué. Ouais. Du coup, je suis assez pessimiste malheureusement sur le championnat d'Europe. Mais bon, on aura peut-être un championnat de France en septembre ou en octobre. Ça nous occupera. On verra bien. Et alors, du coup, ça m'amène un peu à tous ces championnats avec les nouvelles règles. Je voulais avoir un peu ton avis là sur les règles, la no-hit zone, enfin, voilà, les derniers changements qu'il y a eu là. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est des choses qui sont positives et qu'on va adopter en France et en Europe? Alors, très bonne question. Non, je pense que c'est positif. Bien évidemment qu'il faut changer les règles parce que moi, ce qui me rend triste, c'est qu'une équipe comme Cizek Showalter prenne sa retraite après 3 championnats. C'est pas une bonne nouvelle pour le sport, je trouve. Du coup, ça veut dire qu'il y a des choses à changer et parmi lesquelles, en effet, les règles. Parce qu'en effet, c'est trop facile aujourd'hui. Il y a une trop grande différence entre les bonnes équipes et les équipes qui commencent. Moi, quand pour la première fois joué avec la no-hit zone, j'étais un peu sceptique parce que moi, j'aime bien tous les coups un peu de fouine au-dessus du filet, les flicks, les twinners et tout. Mais c'est vrai que ça fait travailler la défense. Moi, ce qui me fait peur, c'est que les règles soient un peu différentes selon les niveaux dans un sport. C'est hyper intéressant de voir comment le spikeball, enfin le runnet évolue et faire évoluer les règles de manière différente selon les niveaux. Je trouve ça un peu risqué, même si je pense qu'on va dans la bonne direction. Et là, du coup, justement, j'ai hâte de voir les décisions qu'on va prendre, que ce soit Runnet Paris pour le tournoi ou au niveau France avec vous pour les prochains tournois. Mais savoir, est-ce qu'on assigne la no-hit zone directement sur les phases de poule? Est-ce que c'est juste pour la finale? Comment on fait une no-hit zone sur du sable? J'en sais rien. Enfin, c'est plein de questions qui vont se poser. Voilà. Moi, je pense qu'au plus haut niveau, en effet, c'est une bonne nouvelle. Il y a des nouveaux coups qui vont se créer. Avant, j'étais vraiment sceptique et j'aimais pas jouer avec la no-hit zone au début. Maintenant, ça va beaucoup mieux et je trouve qu'en effet, il y a plus de points. Mais c'est hyper intéressant. Après, moi, pas ce qui m'inquiète, mais ce que j'ai vu que Spikeball avait fait des tests avec des balles plus grosses, avec des sets plus hauts. Du coup, j'imagine que dans un an, le sport aura encore vraiment changé. Donc, il faut juste passer un peu la frustration et aller avec les changements. Mais bon, c'est toujours dur de passer à autre chose. Ok. Bon, on va peut-être finir avec une dernière question sur une note un peu plus positive. Si tu devais choisir aujourd'hui, tu choisis une équipe dans le monde, celle que tu veux, et là, demain, à 14h, tu joues contre eux. Tu choisirais quelle équipe? Tu vois, tu pourrais autant choisir des équipes, par exemple les champions européens actuels, ou tu pourrais choisir une ancienne équipe américaine. Tu vois, par exemple, tu pourrais jouer contre les premiers champions qu'il n'y a jamais eu. C'était donc Skyler Bowles, et je sais plus avec qui il était. C'était pas Dylan Fogarty? Non, c'était Sean Boyer, exactement. Ouais. Donc voilà, tu peux choisir qui tu veux, une équipe. Tu peux même mixer 2 équipes et choisir tes 2 joueurs favoris. Hein. Et on peut même ajouter un bonus, tu peux choisir ton partenaire aussi. D'accord, c'est Spikeball Fantasy, quoi. Voilà. Contre qui je veux jouer demain je sais pas. En vrai, je pense que le joueur qui m'impressionne le plus quand je regarde des highlights aujourd'hui, c'est Ryder. Je pense que je suis le joueur le plus complet. J'ai eu la chance de jouer contre lui, mais je pense qu'il était 10 fois moins bon, même s'il était déjà 10 fois meilleur que nous. Du coup, je pense que je jouerais contre Ryder. Avec peut-être contre Olivia, donc on ferait un co-ed, parce que j'aimerais bien voir comment joue la meilleure meuf du monde, si elle nous déglingue, à quel point elle est plus forte que nous, quoi, ça me ferait marrer. Et avec moi, du coup, je mettrais à qui je pourrais jouer
Je sais pas, Preston. Je pense que je donnerais à PJ. C'est le mec qui m'impressionne le plus avec Ryder. Parce que je trouve que c'est le skills le plus sous-estimé du RunNet, c'est vraiment le setting. Et lui, genre, je sais pas, dans ses vidéos, à chaque fois, il m'impressionne. Tu as l'impression qu'il fait un geste tellement simple, tellement souple. Il la mettait où il veut pour Tyler. Je pense que du coup, ouais, je jouerai avec lui. Comme ça, moi, je pourrais faire des attaques simples et je pourrais ensuite prendre des photos, quoi. Lourd, je kifferais trop voir ce match en effet. Bon, du coup, on va s'arrêter là. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir rejoints, Charles. Franchement, c'était trop cool. Plein d'infos intéressantes. On adore discuter avec toi. Bah, écoutez, merci de m'avoir écouté. Merci aux frères Jou de m'avoir invité. J'étais hyper content et hyper honoré d'être le premier. N'hésitez pas à suivre la page des Jou si vous ne la suivez pas déjà, qui est la page la plus suivie en France de RunNet avec tous les tutos, maintenant des vidéos pour apprendre comment se perfectionner au RunNet. Du coup, les boutons sont là, là et là. Et voilà, et j'espère que ce sera un été plein full RunNet et j'espère tous jouer avec vous très bientôt. Grave, pareil. Merci. Nous aussi. Ouais, ben merci de nous avoir rejoints. Et peut-être les gens, est-ce qu'ils peuvent te suivre sur Instagram ou sur Facebook ou un truc comme ça? Ils peuvent suivre la page RunNet France, la page RunNet Paris et sur Instagram et Facebook principalement. Ok, super. On vous mettra tous les liens dans la description. Et on vous dit à la prochaine autour d'un filero. Ouais. Allez. Allez, ciao. Ciao. Ciao.